Geoffroy de Laganerie veut en finir avec la démocratie. On va parler de tout ça. Il a sorti un livre là en début d'année sur cette idée de critique de la démocratie. Alors, il se fait reprendre par certains médias de droite qui sont là. L'intellectuel chéri des insoumis veut en finir avec la démocratie, blabla. Et nous, on voudrait parler de tout ça parce que on parle parfois de démocratie, notamment de démocratie libérale, de systèmes qui peuvent avoir lieu dans des configurations plus socialistes ou communistes, des systèmes à parti unique par exemple, ou à parti multiple, mais sans trop de possibilités pour les partis réactionnaires comme en Chine. Et justement, c'est des choses sur lesquelles nous, on a pas mal réfléchi, et on n'est pas forcément d'accord avec la critique qu'il peut en faire, même s'il y a une part de sa critique qui peut être intéressante quand même à Laganerie, et justement, on va en parler. On va peut-être faire une série de vidéos par rapport à ça, parce que lui-même fait une série de vidéos sur son livre sur Blast, et ça nous permet de réagir point par point à ce qui nous paraît intéressant. On va faire ça aujourd'hui avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va? Bah, ça va bien. Alors, surtout, j'aime bien parler de Laganerie. Parce que Laganerie est un progressiste, mais qui est vraiment un anti-marxiste pour le coup. Et quand je dis un anti-marxiste, c'est pas un anti-marxiste. Selon Le Point, il est marxiste, hein, mais tu vas voir, il y a un article du Point, ils disent qu'il est marxiste, mais après. Oui, bon, d'accord. Mais, euh, mais en fait, quand je dis anti-marxiste, il faut bien que les gens comprennent, ça veut pas dire qu'il. Même s'il y a sur certains aspects, c'est le cas, ça veut pas dire que c'est un opposant au marxisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu sais, des fois, de l'anti-marxiste, c'est la CIA, quoi. Tu vois, même si, bon, CIA et la galerie. Mais ouais, l'anti-marxiste, c'est aussi sur le plan philosophique d'avoir tout un système de pensée qui n'a rien à voir avec le marxisme. C'est ça que, voilà, c'est un peu comme. Mais même quand on est Ouais, critique, hein, il c'est s'en ça. cache pas, Oui, il Laganerie. s'en Hein, cache c'est pas, pas... oui, en plus. Il Mais a il en toute une prend un pensée un peu. peu antitotalitaire. Oui, après, il aime bien Mm. l'école de Francfort, toute Tu vois, ce qu'on a appelé la théorie critique, tout ça, tu vois. ouais, Mais qui est pour moi euh, anti-marxiste, l'école de oui, qui est Francfort. pour moi aussi anti-marxiste, tu vois. Et qui, pour le coup, quand on parle de CIA, tu Voilà, vois, c'est ça. il y a les écrits notamment de Gabriel Roquil qui a beaucoup utilisé ça et qui C'est montre ça. comment la CIA a soit récupéré, même aux États-Unis, des intellectuels de l'école de Francfort. Mm. Et pousser aussi ces intellectuels face aux intellectuels communistes, notamment des blocs de l'Est ou des gars comme Lukács, on va dire, quoi. Ouais, Donc ouais, non, c'est mais. intéressant quand même de noter ça. Ça veut pas forcément dire d'ailleurs que ces gars étaient de mauvaise foi, que c'était des agents de la CIA en tant que tels. Ça veut dire que les pousser, tu vois, avaient un intérêt pour les États-Unis. Bah, c'est sûr qu'en fait, et même un gars, on peut critiquer Lucien Goldman là-dessus, tu vois. Ouais. Même un gars comme Lucien Goldman, c'est sûr que c'est moins gênant pour la CIA, un gars comme Lucien Goldman qui va faire de l'analyse des pensées de Pascal, qu'un gars comme Traduc Tao qui va dire faut se barrer et prendre les armes contre les impérialistes, tu vois. C'est pas le même rapport à la pratique, on va dire. Bah, et puis même, en fait, Lucien Goldman fait partie de ces intellectuels. Alors, on fait une digression, là, mais on pourra basculer. Mais Lucien Goldman fait partie de ces intellectuels qui ont été un peu poussés, aussi parce qu'il était très critique du mode de production en France, mais il soutenait pas le PCF. Il soutenait plutôt L'autogestion, oui. Le l'autogestion PSU. yougoslave. Alors, il a jamais trop soutenu de parti, mais tu vois, c'était autour de ça, la première Oui, mais les idées du CGT. PSU un peu, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'était effectivement moins problématique que de soutenir le PCF à l'époque, aligné sur le Comintern, enfin sur Moscou, avec des masses derrière lui. Donc, Après, quand on dit soutenir Lucien Goldman, c'est pas que les mecs ils payaient Lucien Goldman, c'est que les non, gars non. ils finançaient des colloques et ils invitaient Lucien Goldman, ils invitaient pas Train Tao par Et exemple. Ça, c'était c'est juste ça. intéressant. Hein. Mais C'était c'est intéressant. intéressant à noter, ouais. C'était intéressant pour la CIA que le marxisme occidental soit un marxisme critique de l'URSS. Voilà, c'était évident, quoi. Donc, non, ce qui est intéressant là-dessus, on va pas comparer déjà la gannerie à Lucien Goldman, ça me fera trop mal. Mais on va pas non plus comparer Blast à la CIA. Mais il y a quand même un truc de, et ça, c'est la lame de fond. Tu sais, de gauche progressiste. Nous, on dit souvent, arrêtez, tu vois, de doumer l'époque de l'extrême droite qui déferle est passée. Là, elle est en train de stagner. On vous le montre dans plein de vidéos sur le plan politique, mais sur le plan même des idées, elle est en train de stagner. Et Laganerie, lui, fait partie des gens, là-dessus, on peut pas lui reprocher, qui contre l'extrême droite. Enfin, moi, je préfère avoir Laganerie que bah, les intellectuels du Point, là, si jamais ça existe, etc. Je me sentirais mieux dans le monde de Laganerie pour plein de sujets. Mais c'est pas un marxiste, et donc il a un rapport aux masses, il a un rapport à la pensée, il a un rapport à l'émergence de la réalité, l'émergence de la vérité, etc. En dehors des masses, en dehors des sujets collectifs. Voilà, ce qui est très très important, en dehors de la lutte des sujets collectifs, voilà. Donc il a un rapport idéaliste, positiviste, on va le voir, qui est opposé à une vision du monde sans classe, marxiste, et donc il a un système de pensée progressiste, anti-marxiste.
Et là-dessus, bah, c'est un adversaire intellectuel. Voilà, on va pas dire que c'est un adversaire politique, c'est plutôt un allié politique, mais c'est un adversaire intellectuel. Non, Et comme un gars donc, comme Lordon d'ailleurs. C'est exactement. ce que les gens ne comprennent pas quand on tape sur Lordon, c'est pas pour dire qu'on préfère Elisabeth Lévy à Lordon, tu vois, Mm. mais c'est pour dire que il y a des achoppements théoriques entre nous qui peuvent avoir des conséquences pratiques, notamment dans l'organisation et dans des volontés programmatiques. Par contre, sur les luttes en général, on se retrouve, tu vois. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est des gens qui voient le problème, mais n'y apportent pas les mêmes solutions que nous. Voilà. Et c'est intéressant, si vous voulez voir ça, c'est quand vous voulez définir votre adversaire, et donc non pas votre ennemi politique, voilà, donc là, l'ordre, etc., nous, c'est des adversaires, mais c'est des alliés politiques. Donc ça veut dire qu'ils voient le même problème que nous, mais ils y apportent des solutions différentes, mais qui vont dans la même direction. Le progrès, tu vois, l'égalité. Les ennemis politiques, c'est des gens, ils voient le même problème que vous, mais ils y apportent des solutions qui vont dans une autre direction. Voilà. Et donc, vous voyez, la différence, c'est, ben nous, avec Lordon, la Gannerie, d'autres gens, on va pas être d'accord sur le trajet pour aller vers plus d'humanisme, plus d'égalité, plus voilà, etc. Mais on est d'accord sur les directions. Avec des ennemis politiques, on n'est pas d'accord sur la direction parce que eux, ils veulent nous emmener vers plus de violence, plus de voilà, plus de hiérarchie, etc. Donc c'est un peu ces différences-là, et c'est important. Bah, toujours de discuter et du trajet et de la direction. Donc là, on va discuter du trajet, quoi. J'ajouterais même qu'il y a des gens qui se disent du marxisme, comme des gars comme Chéniaud, et qui vont pas dans la même direction, tu vois. Ah, exactement, exactement. Et eux, c'est des ennemis politiques, ouais. Donc, du coup, on va peut-être commencer juste par un article qui est sorti il y a quelques jours sur Le Point. Moi, c'est un truc que j'aime bien, tu vois, que partage un peu la Gannerie. Pour le coup, Avec le quelqu'un point, c'est comme, vraiment la CIA, du coup. Ouais, que partage un peu de la gannerie avec quelqu'un comme Ouria Boutelja, c'est que dès qu'ils font un truc, ça fait rager l'intégralité de la droite, voire même un peu de la gauche. Et ça me fait rire parce que c'est un peu des gars qui font comme nous, du clickbait, tu vois. C'est des gens qui arrivent à faire du clickbait. Donc du coup, Le Point fait une double page sur la gannerie, Geoffroy de la Gannerie, l'intellectuel chéri de LFI, qui veut en finir avec la démocratie. Bon, déjà, l'intellectuel chéri de LFI, pas plus que d'autres intellectuels. Je dirais qu'il s'affiche avec LFI, mais c'est pas l'intellectuel organique de LFI, tu vois. Alors, il y a un truc qu'on va noter chez La Gannerie, et là-dessus, je pense qu'on est similaire. La Gannerie est fidèle et loyale à l'AFI. C'est pas une girouette, tu vois, en fonction de... T'as des intellectuels qui soutiennent l'AFI, mais qui aiment bien... Ouais, mais là, il est peut-être allé un peu trop loin. Ouais, mais là, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, mais là, quand même... Chikirou à Paris, peut-être qu'elle va faire perdre la gauche, tu vois. La Gannerie, et pourtant très, très dans un cercle parisien, tu vois, les associations et tout. Ah, c'est qu'il a un kiff aussi, mais que je peux partager avec lui parfois. Il a un kiff à être un peu contre la masse, tu vois. Genre, Ouais. je connais ce plaisir, tu vois. Ouais. De prendre une position qui va être dure à prendre et où tu sais que tu vas te faire taper dessus. Moi, je trouve. Il y a un côté, parfois. Ça, c'est mon truc de petit bourgeois, tu vois. C'est un truc, je sais pas, ouais, iconoclaste, tu vois, qui est marrant, tu vois. Et lui, il aime vraiment beaucoup ça, de distinction, ouais. À l'intérieur du champ, comme dirait Bourdieu. Mais je suis d'accord, il est comme ça, Geoffroy aussi. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ses motivations, si elles sont psychologiques, elles sont sûrement voilà, multifactorielles. Mais en tout cas, il a toujours été loyal à la France Insoumise. Et ça, franchement, faut lui reconnaître. Je sais pas si c'est son intellectuel organique, mais en tout cas, c'est un intellectuel loyal. Et dans la période que la France Insoumise va traverser, là, bah, c'est bien d'en avoir, quoi. Donc, force à lui pour ça. Ouais, bon, on partage un truc avec lui sur ça, c'est que quand on nous dit la France insoumise n'a pas de démocratie interne, que sur la Gannerie ou non, on dit oui, et c'est très bien, tu vois. Et moi, je vais. C'est là le truc quand même. Et moi, je vais même dire l'inverse. Moi, je vais dire la France insoumise est plus démocratique que tous les autres partis. Et c'est ça la différence entre Geoffroy et nous. C'est que moi, je pense que la pratique de la discussion, du consensus que fait la France insoumise, de cercle concentrique, voilà, est démocratique. Et ça, moi, je peux le défendre. Là où la Gannerie va un peu tomber dans justement juste la provocation, comme tu disais, de dire non, mais c'est pas démocratique et c'est cool, tu vois. Non, c'est démocratique. Le problème de Geoffroy La Gannerie, et ça, c'est dans toute son œuvre, c'est qu'il ne définit jamais les concepts. Et donc, il va utiliser toujours des grands mots, tu sais, comme on dit à dents creuses, là, voilà, où on peut tout mettre dedans. Et en fait, il dit démocratie, mais ça veut dire quoi? De quelle démocratie tu parles? C'est un sociologue et ça, je pense que c'est plutôt un mauvais philosophe, tu vois. Et il fait ce que font les mauvais philosophes. Et là, il va le faire. Moi, j'ai regardé la vidéo là, que je vais te présenter sur la démocratie. Tout du long, c'est
ah ouais, mais la démocratie, ça peut être ça, et ça peut être ça, et ça peut être ça. Et tu sais, les gars qui te disent, en gros, on peut pas définir ce concept. Tu sais, c'est un peu les sophistes avec Socrate. Ouais. Enfin, Socrate aussi, des fois, il fait ça. Tu sais, il fait tourner en bourrique le gars et tout. Et à la fin, tu comprends plus rien parce que comme t'as pas de définition claire, tu peux dire tout et n'importe quoi. Tu peux autant critiquer que louer le concept. Et c'est vrai que c'est problématique, tu vois. Là où, moi, je pense que, enfin, le courant, moi, les courants de philosophie auxquels j'adhère plus sont très précis sur les concepts, que ce soit enfin, auxquels j'adhère pas forcément, tu vois, mais que j'apprécie, type Kant, Hegel, Marx ou Searle. C'est des gens, quand ils parlent, on va dire, d'un concept, ils te disent ce que c'est. Et c'est pas ah oui, mais en fait, ça peut être son inverse. En fait, on voit les limites du truc. C'est vraiment de l'introduction de copie de philosophie de terminale, tu vois, de Ouais, dire ouais. tout est trop complexe. À la fin, tu comprends plus rien, tu vois. On avait fait la même chose, tu sais, pour l'inverse du mot démocratie, qui ne veut rien dire en soi, si on l'historicise pas, si on le lui met pas d'épithète, tu vois, si on le précise pas. Comme dit Goldman, ce n'est pas signifiant, ce n'est pas une structure significative de dire démocratie, c'est trop large, quoi. Et il a raison là-dessus. Le problème, c'est que ça veut pas dire que parce que c'est trop large, ça n'existe pas. Il faut le signifier. On avait fait la même chose, tu sais, quand on disait dictature, dictature de Maduro, etc. Mais c'est exactement pareil, quand vous dites dictature, vous utilisez un truc qui revêt pas mal de choses d'opinion, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est pas la même chose la dictature de Napoléon que la dictature d'Hitler, que la dictature de Jules César en 50 avant Jésus-Christ, quoi. Ouais, ouais. Donc, le philosophe vedette de l'extrême gauche publie un manifeste où il enterre le droit de vote pour tous. Geoffroy de la Gannerie joue carte sur table. Le philosophe soutient Jean-Luc Mélenchon et de la candidature de Sophia Chikirou municipale de Paris. Publie un manifeste de 200 pages où il exhorte ses camarades à partager avec lui sa passion autoritaire. Oui, parfois, en tant que progressiste, nous pouvons et même nous devons être antidémocrates. Tu vois, c'est là où c'est un forceur un peu. C'est qu'il va sortir des trucs comme ça qui sont intenables dans la période et qui sont même débiles dans la période parce qu'on est en train de gagner plutôt ce jeu-là. Tu vois, l'extrême droite est en train de reculer et nous, on est en train de monter, tu vois. Bah, c'est ce qu'il est, quoi. Un peu dandy, rebelle de salon, de fils d'aristocrate, d'ailleurs. À côté On va voir. Bégodeau. Hein. Voilà, à côté, voilà. Mais qui est un peu dangereux, parce que on n'a pas encore non plus gagné. Donc venir dire que la démocratie, c'est de la merde en période de crise avancée du capitalisme, c'est pas sûr que ça te laisse la main à la gauche progressiste et communiste. Parce que je rappelle hein, que dans les années 30 ou dans les années 20, la critique de la démocratie absolue a pu venir de penseurs comme Carl Schmitt, etc., mais pouvait aussi venir de penseurs classés un peu plus à gauche avant, et à la fin a profité aux pires fascistes, quoi. Parce que, effectivement, quand le mode de production capitaliste est en crise, son mode de démocratie libérale, ce que recouvre le concept de la galerie, parce que ça, il le dit jamais. Ce qu'il appelle démocratie, lui, il parle ce que vous avez fait récemment, là, de mettre des petits papiers dans une boîte 2 fois par an, enfin, une fois tous les 2 ans. Voilà. Lui, c'est ça qu'il appelle la démocratie, le vote majoritaire. Mais la démocratie, c'est pas simplement le vote majoritaire. Voilà. Ouais, dans l'âme noire de la démocratie, l'une des stars de la gauche radicale et des amphithéâtres marxistes attaque frontalement la souveraineté populaire. On ose imaginer le tollé légitime dans la classe politique et les médias si un intellectuel proche du Rassemblement national avait dans les mêmes termes contesté la légitimité de la démocratie. Son appétit pour choquer le petit bourgeois, ça me fait rire parce que pour moi c'est un peu l'archétype aussi du petit bourgeois, tu vois, de choquer le petit bourgeois. C'est un truc, c'est le serpent qui se mord la queue. Semble donc sans limite. Celui qui déclarait déjà au micro de France Inter être contre le paradigme du débat, qu'il fallait rétablir la censure, franchit un nouveau cap. Dès les premières pages, on comprend ce qui les exaspère, que presque tout le monde s'accorde sur quelque chose. Il l'affirme sans embâche, s'il existe un rare consensus politique, c'est bien l'idéal démocratique. Et juste, je voulais te lire un truc avant qu'on passe peut-être à la vidéo. Il dit, à la lecture de sa prose limpide, on plaint vite l'auteur qui dit suffoquer dans une société apparemment infestée de fascistes. Il y a ce côté-là quand même chez la Gannerie. Ouais. C'est presque un peu poseur, tu vois. Je veux dire, on est dans une société avec un risque fasciste, mais le mode de vie de la Gannerie d'être un Parisien blanc, prof agrégé ou un truc comme ça, je veux dire, c'est pas... t'as l'impression qu'il vit caché dans la clandestinité et qu'il est chassé dans les rues par des SS, tu vois, à l'écouter. C'est pas encore le cas, tu vois. Et justement, il va falloir se battre pour que ce soit pas le cas, tu vois. Et c'est pas en disant il faut rejeter la démocratie que ça va faire avancer le schmilblick, je trouve, tu vois. Ben, c'est ça. Et en plus, tu vois, là, il fait une erreur, comme tu dis, de poseur, de faire croire que, justement, le fascisme est déjà là. Tu sais, les fameux, il est minuit moins 5, ou je sais pas, moins 1 dans sa tête, tu vois. Et que pour sortir de l'ombre fasciste, il faudrait qu'un tout petit noyau de gens éclairés dicte sur la société sans démocratie, tu vois, genre les masses seraient fascistes et il faudrait que la lumière vienne d'un petit noyau qui dicte sur la société dont lui effectivement fait partie. Hein. Tous les gens qui défendent une forme de dictature éclairée, c'est-à-dire antidémocratie mais pour le bien, pour la justice, pour le meilleur,
Ces gens-là se mettent toujours du côté des dictateurs éclairés. T'as remarqué, il n'y a jamais quelqu'un qui écrit un livre en disant les masses sont tous fascistes et moi aussi je suis un fasciste. Mettez-moi un dictateur plus intelligent que moi, plus brillant, qui comprend mieux la société parce que je n'y comprends rien. Voilà, ça ne marche jamais ça. Donc à la fin, ça reste des gens qui essayent de obtenir voilà, des places et une forme de supériorité sur la société. Et ça, c'est typique d'une pensée. Alors là, c'est intéressant parce que c'est sa filiation aristocratique de la société. Tu vois, l'aristocratie, c'est ce qu'on définissait dans la pensée grecque, c'est le gouvernement des meilleurs. C'est de dire, non mais, et ça Platon l'a critiqué en fait, c'est très platonicien pour le coup, ce que tu l'as cité, de critiquer les masses, la démocratie, et qu'en fait, le gouvernement bon, juste, devrait venir des philosophes éclairés, qui ne sont qu'une petite minorité, qui devraient décider pour la société, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as dit tout à l'heure, Lagrange, c'est un mauvais philosophe, mais c'est aussi un mauvais sociologue. Paradoxalement, dans le monde intellectuel, pour agiter les débats du point, etc., moins et moins, ça fait plus. En fait, c'est que comme c'est un mauvais sociologue et un mauvais philosophe, c'est un bon polémiste, en fait. Tu vois, c'est genre, il surjoue un peu des deux côtés, et du coup, ça le rend un bon intellectuel de page bah, voilà, de petits bourgeois apeurés comme est le point. Ouais. En même temps, il sort des punchlines, là, comme là où il dit on ne pourra jamais se tromper en étant du côté de Sofia Chikero. Ça l'a fait trop rager. C'est ça qui est bien. Tu vois, moi je me dis on a besoin d'un Laganerie dans ces moments-là. C'est ça le paradoxe de Laganerie, c'est qu'on a besoin de Laganerie pour défendre le mouvement et le programme. On n'a surtout pas besoin de Laganerie pour construire le mouvement et le programme. Ça, ce serait catastrophique, quoi. C'est intéressant là ce qu'ils disent sur 1984. Ils disent au fil des 200 pages, c'est bien l'auteur de 1984 qu'on assassine méthodiquement. Dans son ouvrage 1984, il dépeignait une case de scientifiques, techniciens, enseignants, journalistes, bureaucrates et politiciens de métier, tous avides d'encore plus de savoir et de prestige et dont le désir secret était celui d'un monde où les intellectuels auraient enfin le fouet entre les mains. Il y a cet idéal, comme tu dis, aristocratique, mais même platonicien, tu vois, un peu du philosophe roi. Qui est critiqué dans 1984 et qui est un peu revendiqué par Laganerie. Et ça me fait rire parce qu'ils finissent avec Laganerie qui est quand même un anti-léniniste, un anti, je pense, soviétique, tu vois. Et surtout qu'en plus il se revendique de la pensée de cas comme Foucault, enfin d'adversaires des communistes au XXe siècle, Derrida, Deleuze. Et ça finit par guillotine et goulag. Et une fois son livre presque terminé, Laganerie, soudain traversé d'un éclair de lucidité, concède au courageux lecteur resté jusqu'au bout: j'ai bien conscience qu'un projet critique de la démocratie peut susciter inquiétude et crainte. De quoi avoir peur? Eh bien de vos amis, de ceux qui, de Robespierre à Staline, ont tenu exactement les mêmes discours avant de bâtir des guillotines et des goulags. C'est trop drôle parce qu'ils disent Robespierre et Staline, en gros, ils étaient contre la démocratie, tu vois. C'est n'importe quoi, tu vois. Genre Robespierre, il a toujours eu un discours pour la démocratie, pour le peuple. Enfin, et Staline aussi d'ailleurs. Staline, Lénine, c'est des gens qui ont revendiqué un autre type de démocratie, mais qui ont toujours revendiqué la démocratie pour le coup. Et Laganerie est plutôt là pour le coup du côté des bourgeois de la Révolution française, qui étaient du côté du suffrage censitaire. Tu vois ce que je veux dire? Qui considéraient qu'ils avaient eux-mêmes la bonne vision universaliste, mais qu'il fallait pas faire voter les sans-dents, les pauvres, voilà. Et donc qui étaient du côté de comment on discrimine qui doit voter. Bah c'est ceux qui payent l'impôt, donc c'est ceux qui ont de l'argent, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, on va passer à l'introduction dans la vidéo YouTube. Donc la première qui est parue sur Blast qui s'appelle Pourquoi faut-il critiquer la démocratie? Est-ce que tu es prêt, Chris? Juste pour info, c'est un discours qui tient depuis plusieurs années. Moi, j'ai lu tous ses livres et ses entretiens. C'est que c'est un truc qui travaille depuis plusieurs années. Dans Penser dans un monde mauvais, il en parle déjà. Juste, je voulais revenir aussi, avant qu'on commence. Tu as dit qu'il avait un héritage aristocratique, bon, évidemment familial, mais il a aussi un héritage aristocratique dans la pensée, parce que la filiation de Nietzsche, c'est la filiation d'une pensée qui se revendique aristocratique. Donc il y a vraiment un double héritage aristocratique chez lui. J'ai une vision, effectivement, de considérer que les masses pouvant aller vers le pire, ce n'est pas le pire le problème, ce sont les masses. Tu vois. Et donc, il fait le raccourci en disant comment éviter le pire? Évitons les masses. Voilà. La démocratie est-elle la fin de l'histoire? Est-elle la dernière organisation possible de la politique, voire même le dernier idéal possible? Ou alors, peut-on imaginer un autre idéal politique? Peut-on souhaiter d'autres institutions que les institutions démocratiques? Je voudrais dans cette série... Pour moi, c'est un truc faussement gros cerveau, ça me fume. Non mais surtout là, c'est pas sérieux. Voilà, là, pour le coup, c'est pas sérieux. Parce que de quoi tu parles? De quelle démocratie tu parles? Voilà, mais tu vois, tout du long, c'est le problème. La démocratie populaire chinoise, c'est démocratique. La démocratie est-allemande, c'est démocratique. Ce n'est pas les institutions dont tu parles. Donc déjà, là,
C'est faux, c'est hors sujet. Tu n'as pas le droit de faire ça quand tu es sérieusement un penseur matérialiste. Là, ce qu'il fait, c'est de l'idéalisme pur. Tout du long, tu vas voir, c'est la critique de la démocratie en soi, presque du mot, tu vois, qui recouvrirait autant Lénine que Mao que Hitler, tu vois, et que Macron. Et donc, comme ça recouvre tout ça, il faut d'autres mots, et il va dire des mots comme justice, tu vois. Comme si il n'y a pas chez les fascistes une forme de glorification d'un type de justice qui pour nous est injuste, tu vois. Et c'est là où, en fait, il ne comprend pas le conflit de vision du monde et de classe, en fait. Il passe à côté de ça tout du long, tu vois, c'est incroyable. Comme si avant la justice, pour le coup, démocratique, universaliste, issue de la Révolution française, comme s'il n'y avait pas de justice sous l'ordre féodal. Ben si, il y avait une justice particulière, adéquate à l'ordre, tu vois, mais pour le coup, elle était antidémocratique. Elle n'était pas égalitaire. La justice, c'est des fonctionnalités que toute société ont en elle-même. C'est juste qu'elles sont à un moment donné fonctionnelles et à un autre moment dysfonctionnelles par rapport à certains sujets collectifs, quoi. Et par rapport aux masses, quand les masses se lèvent, eh ben oui, la justice féodale est dysfonctionnelle, donc paraît injuste. Vraiment, c'est une folie d'être si peu matérialiste, quoi. D'émission pour Blast abordait une question qui représente peut-être l'un des tabous les plus puissants de notre culture politique. Une question que nous n'osons souvent même pas poser. Ouais, quand je te dis faussement gros cerveau, ça me fait trop rire parce que il fait genre que c'est très tabou, machin, mais c'est juste un truc qui va être récupéré par la droite pour nous taper dessus, mais en fait, c'est pas tabou. Il va être invité sur France Inter pour parler de ce truc de merde, tu vois. Oui. Par contre, demain, tu dis il faut soutenir Maduro et l'Iran. Là, c'est un peu plus tabou, tu vois. C'est ça. Et étonnamment, t'es pas invité pour France Inter pour défendre l'idée, tu vois. Ça, il est incapable de le comprendre. C'est une critique presque, encore une fois, qui est pas purement rhétorique, mais ça fait de mal à personne. C'est théâtral. À part la droite qui va te prendre pour un clown, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Bah, ça permet à lui d'exister et aux gens qui fabriquent du papier glacé pour Le Point d'exister. Voilà. Par contre, si demain il disait la démocratie, on s'en bat tellement les couilles que moi je soutiens Khamenei en Iran, bah on va voir Geoffroy, dis-nous ça. Dis-nous, je soutiens toutes les dictatures du monde par rapport à la démocratie parce qu'on s'en fout. Mais sauf que c'est pas vrai, tu vas pas dire ça. Parce qu'à la fin, tu vas dire je soutiens toutes les valeurs que la démocratie libérale a portées, l'égalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui. pas la démocratie libérale qui va avec. L'idéalisme complet. Voilà, c'est ça le truc. Ah non, en fait. Je savais que ça ferait péter un plomb, c'est ça, pendant 25 minutes. Mais à la fin, le gars, il va te dire un truc, tu vois, il va te sortir. Je suis contre la démocratie, mais je suis pour que Ali Khamenei soit un dictateur qui place l'égalité homme-femme comme on a en Occident au même niveau. Non, mais tu vois, tu es là, tu te dis, mais tu marches sur la tête, mon gars, tu vois. Enfin, vraiment, mais c'est l'idéalisme pur. Je fabrique des concepts, je les définis pas, et puis après, je les bricole, et puis je mets des choses sans avoir aucune matérialité concrète derrière. De rappeler quelle est l'histoire de ce concept, qui le porte, quel sujet collectif, pour régler quel problème concret, pour quelle lutte, pour quel mode de production. Non, il n'y a aucun matérialisme chez La Galerie. Les gens, quand vous écoutez La Galerie, il n'y a aucun matérialisme. Voilà, il faut le savoir. Faut le savoir, ça fait... Pardon pour ça. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il prend l'exemple en fait en Californie. Il y avait eu une autorisation du mariage homosexuel. Et puis après, quelques mois plus tard, il y a eu un référendum pour annuler en fait l'autorisation du mariage homosexuel qui a été gagné à 52%. Donc ils ont annulé le mariage homosexuel, tu vois, en Californie. Puis après, un juge a dit, mais c'est pas constitutionnel au nom justement de l'égalité des personnes. Et donc du coup, il a annulé le référendum, tu vois. Et donc lui, il pose la question de, en fait, c'est pas une décision démocratique parce que c'est une décision prise par un juge contre les 52%, et pourtant c'est une décision qui, lui, il trouve progressiste. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il ne voit pas la cohérence globale d'un système. C'est justement parce que on est dans des démocraties libérales, avec une vision de l'individu comme étant libre, égaux, enfin tu vois, toutes les valeurs de la démocratie libérale, qu'un juge peut dire... c'est pas normal de ne pas autoriser le mariage homosexuel. Donc c'est les valeurs démocratiques elles-mêmes qui ont permis ça, tu vois. Et lui, il se dit, on pourrait ne pas avoir la démocratie, c'est avoir une dictature, mais qui autoriserait tous les trucs progressistes, tu vois. Ouais. Et sauf que si les gens ils sont dans un système où la voix de chaque citoyen ne compte pas, tu vois, qu'il y en a qui ne peuvent même pas exprimer leur voix, je vois pas dans quel monde la voix des homosexuels va compter et on va leur donner le mariage homosexuel, tu vois. C'est ça. Il n'y a aucun espace, justement, qui rejetterait la démocratie, c'est-à-dire les masses, qui pourraient ne serait-ce que prendre en compte, tu vois, vraiment l'espace minoritaire. Tu vois, sinon, où est-ce que ça se passe dans le monde? Moi, je ne connais aucune société où c'est comme ça. Et donc, on pourrait imaginer
ce qui était le cas, de revenir à l'aristocratie, et donc à une espèce de nouveau féodalisme, où où tu as du droit particulier, tu vois. Oui, Et là, tu vois, t'as le mariage homosexuel pour les nobles. non mais ouais, ou alors tu sais, t'as des communautés surprotégées à l'écart. Tu vois, par exemple, quand les chrétiens ont expulsé les juifs d'Europe, tu vois, au 15e et au 16e siècle, ils se sont réfugiés dans les califats musulmans, donc au Maghreb et puis au Moyen-Orient. Et là, il y avait un droit spécial pour les juifs. Mais tu vois ce que je veux dire? Qui est autant protégeant que minorisant. C'est-à-dire qui différencie fondamentalement et qui essentialise fondamentalement les gens. Tu ne peux pas avoir l'individu abstrait et l'égalité totale entre individus. Tu vas devoir aller vers la communauté séparée des gens, l'humanité séparée d'elle-même. Ce que nous, marxistes, c'est le projet marxiste. Gardez-le en tête. L'abolition des classes, c'est pas simplement parce qu'on trouve que les classes, c'est pas cool. C'est parce qu'on veut réunir l'humanité totale et complète. On considère que c'est un seul sujet collectif en devenir et qu'il faut abolir ce qui les Tu l'as oppose. même aujourd'hui en France avec notamment les personnes avec handicap. Hein. Exactement. Quand ils ont, tu sais, quand t'as un travail et que t'as un handicap, en fait, tu dépends pas du droit du travail, t'as pas le SMIC, parce que t'es considéré en fait comme étant avant tout handicapé. Donc on te dit ouais, mais c'est pour te protéger, mais en même temps, ça t'exclut, tu vois. Exactement. C'est du droit particulier. C'est du droit particulier. Ouais. Et ça, c'est l'inverse de la justice universaliste que portent les idéaux démocratiques de la Révolution française, on va dire les plus révolutionnaires de la Révolution française, mais aussi tous les marxistes qui s'en sont emparés. Je rappelle que jamais Marx, jamais Engels, jamais Lénine n'ont rejeté ces valeurs-là. Ils ont toujours rejeté la façon dont la bourgeoisie les mettait en pratique. Et c'est là où la Gannery est quand même... il a 10 ans de retard, tu vois. Là, aujourd'hui, on est dans une crise d'application même des institutions démocratiques. Tu vois, quand elles s'appliquaient, les institutions démocratiques de la Ve République, tu pouvais faire cette critique un peu dandy, ouais, mais la démocratie, c'est nul, regardez pour ça. Mais là, Macron et ses sbires n'appliquent même pas leurs institutions libérales. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la critique à faire, c'est de dire, mais même ça, aujourd'hui, ils ne le font plus. Même sur ça, ils sont pas démocratiques, tu vois. Alors qu'il y a des masses qui poussent de l'autre côté. Donc là, vraiment, il a 10 ans de retard. Mais c'est pour ça que je te dis, là, il explique un truc qu'il a déjà écrit dans ses livres il y a 10 ans, enfin, qui était déjà là en embryon. Ce livre qu'il a déjà écrit, qu'il a déjà mis il y a 10 ans, qu'il a commencé à conceptualiser. Tout ce qui s'est passé entre-temps, il continue son livre dans son petit confort parisien, tranquillement, avec ses interviews à France Inter, à Le Point, et toutes les réductions démocratiques qu'on a eues, le NFP, etc., toutes les crises qu'on a depuis des années, ça lui passe au-dessus de la tête, il écrit son prochain livre. Sauf que là, c'est faux. Là, il devrait prendre en compte justement le concret. Aujourd'hui, même ces institutions-là, d'accord, sont des remparts à l'antidémocratisme profond et violent que Macron va faire passer. Je le redis, derrière, ces gens-là vont vous dire que s'ils refusent de mettre le NFP au pouvoir, s'ils refusent de prendre en considération les masses, c'est parce que la réforme des retraites est comment Rationnel. Non, mieux. Juste. Exactement. Ils pensent comme lui. Hein. C'est juste ils défendent pas exactement les mêmes idées, mais leur système de pensée est pareil. C'est un système de pensée de gens de classe supérieure qui considèrent que t'es un peu ingénieur social, qu'il faut faire comme ça, et que leurs idées sont supérieures aux idées des masses qui ne connaissent pas, qui ne sont pas expertes. Et c'est tout le problème de cette pensée aristocratique qui est partagée par la Gannery ou par les macronistes. Mais j'ai envie je peux passer pour un homme d'un seul livre, mais tu sais que je suis en train de lire Les luttes de classe en France de Marx. Et c'est marrant parce que Marx montre bien livre sous-côté pour les gens, lisez-le. Ouais. Livre sous-côté du marxisme, c'est vraiment un des meilleurs... Il y a de l'analyse concrète, de la situation concrète. C'est vraiment un des meilleurs livres de Marx qui est sous-coté parce que les philosophes français adorant l'abstraction et ne comprenant pas l'œuvre de Marx adorent lire Le Capital et puis se trouvent des trucs ésotériques, etc. Vraiment, il n'y a pas le Capital s'il n'y a pas la lutte des classes en France chez Marx. Et je le rappelle, dans la biographie de Marx, vous pouvez le voir dans ses lettres, il explique qu'il a dû... Après faire la lutte des classes en France, il voit toutes les classes. Pour lui, c'est ça qui est le plus fondamental. Le capital est secondaire par rapport à ça. Et il dit, j'ai dû m'attaquer à cette merde, quand il dit ça en parlant de l'économie, pour pouvoir rentrer dans le détail de ce que j'ai fait de la lutte des classes en France. Donc vraiment, c'est un ouvrage fondamental. Et ouais, en fait, il montre bien dans la lutte des classes en France comment les sujets collectifs... Donc les classes, qui parlent, la paysannerie, la petite bourgeoisie, le prolétariat, ce qu'il appelle l'aristocratie financière, donc la bourgeoisie qui tient la banque, mais aussi la bourgeoisie industrielle, les propriétaires terriens, enfin voilà, les différentes classes vont lutter
et modifier ce qui va se passer à partir de la révolution de 1848, de la révolution de février, qui va être une révolution contre la monarchie de Juillet, qui était selon lui un ordre qui était en fait totalement soumis à l'aristocratie financière. Donc il montre que d'abord, on va avoir des classes qui vont renverser l'aristocratie financière avec une sorte d'alliance entre la bourgeoisie industrielle, les petits bourgeois, le prolétariat, la paysannerie, qui en veulent plus en fait de la monarchie de Juillet, mais qu'évidemment les dadons de la farce dans cette histoire, ce sera tous les petits, donc la petite bourgeoisie, le prolétariat et la paysannerie, qui vont se faire prendre le pouvoir en fait dans cette République de 1848 par la bourgeoisie industrielle notamment, et puis la bourgeoisie financière qui va revenir dans le game. Et il va montrer en fait qu'au fur et à mesure, avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, qui va déjà être une réaction un peu avec la révolution de février 48 qui va être trahie par ces bourgeoisies, du coup les paysans ils vont voter pour Louis-Napoléon Bonaparte pour un peu faire taire, on va dire, ces bourgeois, mais ça va pas marcher évidemment. Au fur et à mesure, on en arrive à une restriction du suffrage universel, je crois que c'est en mai 1850. Tu as une restriction du suffrage universel où ils vont dire en fait on peut voter mais que si on est depuis 3 ans au même endroit. Sauf qu'évidemment les prolos ou les plus démunis, ils font du travail de tâcheron, ils font du travail où ils restent jamais 3 ans au même endroit. Donc en fait ça réduit d'un tiers le nombre de personnes qui peuvent voter. Donc ils réduisent le suffrage universel pour permettre plus qu'aux bourgeois et au soutien on va dire du pouvoir en place de pouvoir voter. Et donc Marx va montrer qu'au fur et à mesure on se retrouve avec des classes intermédiaires, la petite bourgeoisie, la paysannerie, et des classes qui ne sont pas le prolétariat, mais qui vont avoir des aspirations démocratiques parce qu'ils se sont fait subtiliser la démocratie qu'ils avaient cru pouvoir gagner en 1848, et puis avant ça, pendant la Révolution française. Et donc, qui va se créer ce parti, la social-démocrate, où tu vas avoir à la fois le côté démocrate des petits bourgeois et des paysans, et puis le côté plus social du prolétariat, et que l'enjeu, c'est de mettre les petits bourgeois et les paysans derrière le prolétariat, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce que la France insoumise a essayé de faire, alors avec d'autres classes, tu vois. Mais tu sais, en se mettant dans le mouvement des Gilets jaunes, en soutenant le mouvement du 10 septembre ou des choses comme ça, qui sont des mouvements en fait qui n'ont pas beaucoup d'organisation et d'aspiration autre que la démocratie. Et en fait, c'est de leur dire, la démocratie vous a été subtilisée, il faut venir voter avec nous pour un programme social, pour un programme qui, même s'il n'est pas parfait, reste un programme de classe quand même, un programme qui favorise les classes populaires notamment, et en mettant cette aspiration démocratique derrière eux qui peut faire voter des gens qui sont un peu plus des cadres, des gens qui sont un peu plus des petits bourgeois, tu vois, qui ont moins, on va dire, intérêt à voter France Insoumise, même s'ils l'ont aussi en partie, mais qui vont le faire pour ce côté démocratique. Et c'est pour ça que je trouve que dans le moment où on est, en fait, ce bouquin, on croirait qu'il l'a écrit il y a 3 ans et qu'il le sort maintenant, mais il tombe vraiment au pire moment, je trouve. C'est le moment où on doit, à la France Insoumise, revendiquer que nous, par rapport à la tambouille de Macron, du PS, de tout ça, de RN qui veut croquer, nous, on va représenter la vraie démocratie et il faut qu'on arrive, par ces valeurs démocratiques, à faire voter des gens pour un programme qui est social et pour lequel ils n'auraient pas forcément voté. Donc ces petits bourgeois et ces cadres, tu vois. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Et en tout cas, moi, la lecture des luttes de classe en France résonne beaucoup, je trouve, avec la période actuelle, notamment avec ce côté post-NFP où Macron n'a pas mis au pouvoir la gauche et le côté de... En 1850, où on a arrêté le suffrage universel, qui était que masculin à l'époque, tu vois, mais où on l'a réduit, tu vois. Et je trouve que du coup, il est anachronique, Laganneri. Tu sais, je le dis souvent, moi, qu'on est à la moitié du siècle, mais pas à la moitié du 20e, mais du 19e. Et qu'effectivement, notre situation, elle ressemble beaucoup plus aux années 1830-1840, avant le printemps des peuples, où justement, il y a une effusion, une montée des masses, mais qui n'ont pas le parti structuré. On oublie souvent, les gens qui confondent les années 20 ou 30, oublient à quel point le prolétariat est organisé, a des partis monstrueux derrière lui, ce qui n'est pas le cas du prolétariat aujourd'hui. Donc on est beaucoup plus dans ce que tu décris. C'est pour ça que ça résonne chez toi, parce qu'en fait, les masses révolutionnaires sans organisation, c'est vraiment la situation des années 1840 et spécifiquement de 1848, quoi. Quand des résultats d'élections, des votes de loi, des pratiques gouvernementales nous accablent et nous mettent en rage. Même quand nous voyons être légalement et démocratiquement installés au pouvoir pendant plusieurs années des gouvernants comme Trump, Netanyahou, Bolsonaro, Thatcher, Berlusconi, Sarkozy, Meloni, Milei, Macron. Peut-on critiquer la démocratie ? Peut-on même, parfois pour de bonnes raisons... Ce qui est fou, c'est que tu peux faire la liste d'autres gars dans positif, tu vois. Enfin, tu peux dire Allende, Castro, tu vois. Je veux dire, il y a plein de gens qui se sont fait élire, qui sont, tu vois, de. Alors Castro, il s'est pas vraiment fait élire. Ouais, c'est mieux. Il a une autre technique. C'est mieux, c'est encore Oui, plus c'est démocratique à mon sens. Mais bon, bref, tu peux dire Chavez, Oui. Allende, enfin, tu vois. Et à la fin,
C'est marrant parce qu'il Euh, cite pas de Chavez. Alors je sais pas si. Parce qu'à un moment donné, il cite Allende et il va citer Evo Morales, mais pas de Chavez. Et ça m'a fait marrer. Alors je sais pas s'il est anti-chaviste, mais ça m'a. Alors moi j'aime bien Evo Morales, mais pour moi Chavez est encore plus la révolution d'Amérique du Sud des années 2000 citoyennes, tout ça, que Morales. Tu vois. et puis Correa, il peut citer Pedro Sanchez. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs parce qu'il est quand même d'une gauche pas non plus hyper radicale, Non mais il y a un truc comme Geoffroy. ça, tu sais, dans cette peu bourgeoisie parisienne, d'aimer que les gens qui ont échoué, tu vois. Et je Ouais, pense que Chavez a pas assez échoué pour eux et il leur en veut pour ça, tu c'est vois. ça. Et s'il avait perdu le pouvoir comme Evo Morales, tu vois, à la limite, ce serait plus acceptable. Sauf qu'il n'a pas Mm. perdu le pouvoir, il a mis Maduro au pouvoir, il s'est opposé à l'impérialisme américain, et donc du coup, c'est souvent des gens moins acceptables, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'il pourrait nous expliquer pourquoi la démocratie, justement, son vrai danger, c'est quand elle profite réellement aux masses. Et là, il y a une dialectique de la démocratie. On parlait du Chili, on peut parler de la Grèce. Quand effectivement le peuple s'exprime réellement en masse et qu'il y a un gouvernant qui vient pour faire advenir les masses au gouvernement par ses mesures ou par ses pratiques. Tu parlais de Chavez, voilà, il a démocratisé le pays. Pourquoi les intérêts de la CIA, du centre impérialisme, les en empêchent, du coup? Si les institutions démocratiques, c'est le grand tabou, le grand consensus, etc., bah non, en fait. On voit bien que le problème de la démocratie, c'est pas la démocratie en elle-même, c'est des instruments et qui profitent à soit un certain ordre, un état de fait, effectivement là, ça ne dérange pas la bourgeoisie, soit un instrument comme l'État, c'est ce que dira Lénine dans l'État et la Révolution, qui peuvent profiter à des masses, et là, qui vont être justement remis en question. Il devrait lire Hayek. Je sais qu'il adore les néolibéraux, la gannerie. Donc, il devrait se rappeler que Hayek a toujours dit j'aime bien la démocratie, sauf quand elle commence à remettre en question la propriété privée. Tu vois. Donc là, il rejoint des gens Ils vont qui horrible, justement. Hayek, hein. Ah ouais, C'est non, pareil, mais quand il dit ouais, moi j'aime bien l'immigration, mais il faut pas leur donner de papier, sinon c'est pas bon pour ça, c'est pour les Friedman. affaires, tu Mais vois. c'est le même Ah genre oui, de gars. c'est le même genre de mec, ouais. Voilà. Sont des enfoirés. Mais il adore les néolibéraux. D'ailleurs, il défendait le néolibéralisme, la gannerie, en disant que le vrai néolibéralisme, il met au centre l'individu. Donc, il y a cette. Ah bah, tu vas voir, c'est une critique libérale de la démocratie qu'il fait en dernière instance. Mm, Tu vas voir, à la fin, néolibéral. tu vas péter un câble. Et les néolibéraux détestent la démocratie sur ce plan-là. Et quand elle profite aux masses, eh ben, effectivement, elle est entravée. Et il y a des gens qui viennent nous expliquer que la démocratie, c'est de la merde. La bourgeoisie propriétaire. Et moi, je vais dire une provocation que dira jamais la gannerie. La vraie démocratie, la seule et l'unique, c'est la dictature du prolétariat. Vous voyez, le côté dialectique, il n'y a qu'une vraie démocratie, c'est la dictature du prolétariat. En tant que progressiste, être antidémocrate. Non pas pour régresser, non pas évidemment pour souhaiter le retour à des formes de gouvernement autoritaires ou dictatoriales, mais au contraire pour progresser, pour chercher. Alors, je suis désolé, mais si à un moment donné tu prends le pouvoir, que c'est pas démocratique et que tu imposes des valeurs progressistes, ce sera une forme de dictature. Tu vois, genre, Ouais. il dit c'est pas autoritaire. Bah, tu vas bien imposer à des types des choses qu'ils veulent pas. Tu vois, Assume. Oui, c'est Voilà. pourquoi il assume À un pas. moment donné, assume. Je dis, moi, je vais forcer des réacs. Tu vas exproprier des mecs, mais ce sera pas, Moi, ce sera pas je vais autoritaire. forcer des réacs homophobes, d'où qu'ils viennent, des petits blancs de campagne, des gens religieux, etc., à accepter le mariage pour tous ou à, je sais pas, dis-le, mais tu vois, c'est là où. C'est des trucs radicaux. C'est les mecs à la fois. Faudrait, tu vois, pour Quentin Durand, c'est presque les gars qui vont dire non, machin. Tu sais, fallait presque applaudir, tu vois, et puis montrer les biceps, tu vois. Que je peux comprendre, tu vois, comme truc. Mais tu sais, ils vont dire ça, et à côté, ils vont dire, ouais, faut pas être autoritaire. Ouais. Ah, d'accord. Donc en fait, faut applaudir quand on tue des gars dans la rue, mais en même temps, C'est faut des- dire qu'on touchera pas à un cheveu d'une personne au pouvoir. Tu vois, c'est un peu bizarre comme. Des gars qui provoquent en soirée, puis dès qu'il y a un gars qui dit ouais, il y a quoi? On sort? Non, non, mais c'était pour déconner. Ça, je les connais, les Geoffroy de la gannerie. Tu vois, ils font les malins, puis avant, quand tu leur dis mais si tu veux, on règle ça en bas, hop, ils disent c'est pour déconner. Une culture politique plus rationnelle, plus juste, moins étouffante que la culture démocratique. Si je dis que cette question fonctionne comme un tabou de notre présent, c'est parce que nous pouvons remarquer. Il a aussi son truc de sociologue, ça en parle souvent avec Lucien Goldman, c'est jugement de fait, jugement de valeur, tout ça. C'est rare, ça fait tout longtemps qu'on n'en a pas parlé, donc ça se trouve les gens connaissent plus, il va falloir qu'on reparle un peu de philosophie, mais il dit plus rationnel, tu vois. Il pense que pour les fascistes, ce qu'ils font n'est pas rationnel, tu vois. Genre, il y a des logiques fascistes, il y a des logiques progressistes. Ouais. Chacun pense faire un truc rationnel, tu vois. Mm. Et c'est pas lui, évidemment, ce qu'il pense être rationnel. Moi, je le préfère à ce que les fascistes pensent être rationnel, tu vois. Mais chacun trouve une rationalité. Là-dedans, il n'y a pas une. Enfin, il y a c'est des rationalités de classe, si tu veux. Enfin, C'est des c'est des rationalités rationalités qui adéquates. répondent adéquates à des consciences de sujets collectifs, tu vois. Exactement, c'est des rationalités qui sont adéquates à le sujet collectif, leur vision du monde et leur projection. Comprenez bien,
Un sujet collectif n'existe que par sa projection. Un sujet collectif n'a pas de conscience réelle. Il n'y a que les individus qui ont une conscience réelle. C'est une conscience adéquate au temps. La conscience réelle de Palu, là, c'est de se ronger les ongles contre tous les gens qui vont contre lui. Voilà. Le sujet collectif est une structure significative, voilà, coopérante, agissante, qu'on essaye de définir, mais qui n'a qu'une conscience possible, qui n'agit que orientée vers un projet. La bourgeoisie n'est orientée que vers l'accumulation du capital. Elle ne pense jamais au présent, elle pense toujours à demain, l'accumulation du capital. Le prolétariat est toujours orienté vers son possible, c'est sa libération de l'exploitation. Voilà. Et donc, la logique, la raison, la vérité est à remettre dans ce contexte historique du sujet collectif et de sa projection. Et ce qui est drôle en plus, c'est que c'est quand même un gars qui est foucaldien, tu vois, donc devrait avoir une critique comme ça. Presque, il y a presque un relativisme chez Foucault, tu vois, par rapport à la vérité, tu vois. Ouais. Chez lui, ça dépend presque de chaque époque, de chaque société, et à la fin, il n'y a plus de vérité, tu vois. Et je trouve ça étonnant, du coup, de poser ça presque comme quelque chose de transcendant et qui aurait une objectivité en tant que telle, indépendamment des sujets collectifs et de l'histoire, tu vois. Mais le truc, c'est que Foucault rejette aussi l'humanisme. Et donc, il rejette les consciences et les sujets. Ce qui fait que, comme tu dis, à la fin, ça donne des gens très positivistes. Et tu l'as dit tout à l'heure, des techniciens. C'est des gens qui, en fait, considèrent que le monde est régi par des structures, par des mécanismes, par des rouages dont eux, les intellectuels, les sociologues, sont là pour décoder. Donc, ils se voient de l'extériorité, ils décodent les rouages et ils disent, bah moi, avec mon côté ingénierie sociale, je vais pouvoir refaire mieux tourner la machine ou agir sur ces boutons-là. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Vous êtes vous-même la machine. Vous êtes vous-même un rouage de la machine. C'est ça l'identité sujet-objet. Quand vous parlez, vous exprimez un sujet collectif. Vous n'êtes pas en dehors de ces réalités-là. Là, la Gannerie est en train de lutter. Et il lutte pour son sujet collectif, c'est-à-dire un peuple d'intellectuels du centre impérialiste progressiste qui veut maintenir son hégémonie sur la société en crise et voire même en prendre un peu plus. Voilà, c'est ça que fait la Gannerie. Il veut maintenir la hiérarchie sociale du centre impérialisme en crise. Mais je te le dis, Geoffroy, oui, tu vas peut-être pouvoir faire ça. Oui, si tu la maintiens, ce sera mieux. Oui, ce sera mieux que si c'est les fascistes au pouvoir, etc. Mais ce sera pire pour nous, en termes de projet de société, que le projet marxiste, où toi, eh ben, en fait, tu vas pas être payé pour être juste un intellectuel de la société. Tu vas devoir faire des tours de carotte. Tu vois, c'est ça. Tu vas voir que c'est ça le point d'achoppement à la fin avec la démocratie. Tu vas voir, la critique à la fin, elle est hallucinante de libéralisme. Remarquez que dans l'univers de la politique contemporaine, la démocratie fonctionne comme une valeur intouchable. Tout le monde se réclame de la démocratie. L'extrême droite comme... C'est pas vrai. Macron et les macronistes passent leur temps à dire moi j'agis en responsabilité. Parfois il faut prendre des décisions qui ne sont pas les décisions majoritaires. Ils passent leur temps à dire ça. Ils ont fait ça avec la réforme des retraites. Ils ont fait ça tout le temps. Donc c'est pas vrai de dire que la démocratie est toujours mise au-dessus, tu vois. Moi, c'est clair. Comme la gauche radicale, la droite... C'est pas vrai en plus que Poutou, j'aime pas particulièrement Poutou, hein, mais Poutou n'est pas juste un électoraliste. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui si, mais son courant historiquement n'est pas juste électoraliste. Démocratie, l'extrême droite comme la gauche radicale, la droite et la gauche domestiquée. Et cette situation devrait... Pour moi, les trotskistes sont pas des gagas de l'électoralisme. Ils s'en servent comme une tribune. Et en plus, là, je l'ai pas entendu, mais la gauche domestiquée, vraiment la pire qualificatif, quoi. C'est la gauche domesticante, le PS. Hein. C'est une gauche agissante, hein. C'est pas une gauche qu'on empêche. Hein. Vraiment, c'est catastrophique de dire un Sinon, truc qui pareil. l'empêche, tu vois, parce que bon, ils sont plus ou moins au pouvoir depuis 50 ans. J'aimerais bien savoir qui l'empêche. Vraiment, c'est cata, quoi. Déjà nous interpeller. Quand Trump et les anarchistes, Mélanie et Mamdani, LFI et Macron se réclament de la démocratie, c'est sans doute qu'il y a un problème. Non, c'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'ils s'en réclament pas pareil. C'est là où ils définissent rien, tu sais. C'est ça. Et vous savez, je pense que tout le monde se réclame de la science. C'est sûrement qu'il y a un problème avec la science. Tout le monde se réclame de la vérité. C'est sûrement qu'il y a un problème avec la vérité. Tu sais, genre, voilà. Est-ce qu'il faudrait remettre en question la vérité, Geoffroy, parce que tout le monde s'en réclame? Ouais, non, mais vraiment. Ce qui est marrant, c'est qu'il a l'impression d'avoir trouvé le truc. Mais moi, je peux t'en citer 12. 15 des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'antiracisme? Parce qu'aujourd'hui, même le RN se réclame de l'antiracisme. Donc si ça se trouve, faut lutter contre l'antiracisme. Non, mais tu vois, la vérité, c'est encore pire que... Voilà. Et pareil que tu disais, la justice, qui
se réclament de l'injustice. Les gars, j'ai une idée. Pour gagner les élections ou pour imposer notre système, on va dire qu'on est injuste. Voilà. On a vu un problème, tout le monde se réclame de la justice, on va se rendre oppositionnel en clamant l'injustice. Mais vraiment, c'est complètement con, quoi. Une âme noire de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que toutes les difficultés naissent de la démocratie, mais que certaines d'entre elles, oui. L'un des gestes marquants que Nietzsche a accompli dans La généalogie de la morale a consisté à montrer comment derrière tout un ensemble de valeurs qui se présentaient comme positives, comme la pitié ou le bien, la morale traditionnelle ou religieuse cachait en fait des affects tristes, des forces réactives, voire des pulsions sadiques. C'est un geste comparable que je voudrais accomplir ici à propos de la morale démocratique. Déjà, ça annonce une série banger qu'on va pouvoir commenter là. Il veut refaire le geste nietzschéen en Big 2026 par rapport à la démocratie. La catastrophe est annoncée. Mais tu vois, c'est là où on voit les idéalistes. C'est des gens qui analysent Nietzsche simplement parce que lui a dit. Nous, on fait pas ça en tant que marxiste. On dit d'où tu parles, non camarade Nietzsche. À qui tu exprimes d'où tu parles. Et en fait, Nietzsche, quand il parle de la chrétienté, etc., lisez Losurdo, hein, c'est le meilleur là-dessus. Mais Domenico Losurdo, pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit voilà. Le rebelle aristocratique sur Nietzsche. C'est un des plus grands, voire le plus grand spécialiste de Nietzsche. Et Losurdo est un des plus grands marxistes contemporains. Vraiment, c'est son œuvre définitive. Et d'ailleurs, son livre sur le libéralisme aussi devrait intéresser. Contre-histoire du libéralisme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, Losurdo montre bien qu'en fait, la chrétienté est déjà en train de mourir quand Nietzsche est là. On a déjà en France des lois laïques, on a déjà une bourgeoisie anticléricale qui commence à advenir. Pareil, le protestantisme est en train de reculer en Allemagne. Ce qu'attaque Nietzsche, quand il parle des valeurs pieuses, etc., il attaque un Christ qui, lui, est trop égalitaire pour sa vision aristocratique. Et il se cache derrière la critique de la chrétienté égalitaire, qui défend le pauvre, le faible, etc., pour attaquer la pire horreur, il le dit dans ses lettres, la pire horreur qu'il voit monter en son temps, Nietzsche, le socialisme, la montée du prolétariat. C'est ça la peur de Nietzsche. Donc vraiment, les gens qui lisent Nietzsche en se disant « ils critiquent les chrétiens », mais vraiment, vous êtes mais au niveau philosophique, mais le plus résiduel. Vous voulez une vraie attaque de quelqu'un qui a attaqué le système chrétien profondément et qui, lui, l'a pris dans la gueule, parce qu'il l'a fait au bon moment quand le système chrétien était hégémonique, ou le système religieux même plus généralement. Là, vous lisez Spinoza. Ouais. Spinoza, on sait tout ce que j'ai dit. Nietzsche est un Spinoza faible, lâche et médiocre. Spinoza a 3 Nietzsche dans chaque jambe. Donc vraiment, ne pas comprendre que Nietzsche, matériellement, est l'expression d'une aristocratie allemande qui voit surgir l'état social bismarckien et la montée des partis de masse ouvriers comme le SPD et qui est apeuré, comme le petit bourgeois qui est apeuré face à ça, et qui voit bien que le socialisme porte en lui des valeurs d'égalité, de justice, de défense du faible, et attaque ça à travers, soi-disant, la morale des faibles, la chrétienté. Vraiment, vous passez à côté de ce qu'est Nietzsche, c'est-à-dire un réactionnaire profondément médiocre et qui mérite le mépris et l'autodafé. Voilà, c'est... Pardon. Il est pour la censure, il devrait apprécier. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les gars qui disent non, mais Nietzsche c'est bien, bon, faut pas prendre ce qu'il dit sur les femmes et les socialistes. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est quand même beaucoup, tu sais. Nietzsche dit sur les handicapés. Mais ça marche avec Zemmour, hein. Tu dis Zemmour c'est bien, faut pas prendre ce qu'il dit sur les femmes et la gauche. Ouais, et les Arabes. Ouais, et les Arabes, ouais, ça marche pareil, quoi. Et les Juifs aussi, hein, chez Nietzsche. Et si derrière les valeurs de débat d'opinion, de souveraineté populaire, d'auto-organisation, de vote, de représentation, du principe de majorité, se dissimulaient en fait des affects dangereux, des idéologies problématiques, toute une... Tu sais, c'est vraiment à la fois du dit et redit. Moi, j'entends déjà Cohn-Bendit, il y a 20 ans, dire Hitler a été élu démocratiquement, machin, la dictature de la majorité. Enfin, c'est vu et revu ce qu'il raconte, tu vois. Et en plus de ça, c'est un peu le loup dans la bergerie, là, parce que le mec vient lutter contre l'auto-organisation et la souveraineté populaire. On sait pas trop pourquoi en 2026, quoi. Enfin, non, mais c'est ça. je veux juste qu'on termine. Il explique des grands points, on en a déjà parlé, tu vois, je t'ai déjà un peu expliqué les trucs, notamment avec l'exemple du mariage homosexuel en Californie, mais à la fin, il va dire aussi pourquoi il lutte contre la démocratie. Non, mais moi, je veux juste là, déjà... mettre dans la même case débat d'opinion et souveraineté populaire. C'est vraiment...
Mais vraiment, on est où là? Tu vois, on est chez les fous, quoi. On est dans un moment où on a Trump, d'accord? Qui s'en bat les couilles de la démocratie, il le dit lui-même, qui attaque des pays souverains. Mais non, c'est une bonne idée, pas dû, de faire des vidéos sur Blast pour attaquer la souveraineté populaire et attaquer la démocratie. Mais ces gens-là ont 10 ans de retard. Vous ne vous rendez pas compte que la valeur démocratique que vous pouviez critiquer pendant que le système était fonctionnel et se cachait derrière les vertus démocratiques, le faire aujourd'hui, vous êtes en train de légitimer tout ce que fait Trump contre la souveraineté populaire d'autres pays, la souveraineté nationale, là-dessus, nous, on va faire des choses, et contre la démocratie que lui va essayer d'empêcher pour se maintenir au pouvoir. Il va essayer là, pour éviter de perdre les midterms, d'empêcher les midterms. Vraiment, mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. Alors il va dire, oui, mais ce qu'il fait est pas juste. Mais c'est pas toi qui décides, Geoffroy. Tu vois, c'est pas toi qui décides ce qui est juste, Geoffroy. Tu vois, c'est pas toi dans ta chambre. Justement, lui, il voudrait que ce soit lui qui décide ce qui est juste. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, moi j'aurais du respect pour ça s'il veut lutter. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils disent moi je suis contre la souveraineté populaire. Oui, Maduro a trahi et c'est très bien, tu vois, a triché, tu vois, genre sur les élections. Alors en plus, il a pas triché sur les élections. Enfin, voilà, mais j'aurais bien aimé qu'ils disent moi je m'en fous, il a triché sur les élections et c'est très bien. Sauf qu'en fait, il le fera jamais parce que faire ça, là, ce serait vraiment iconoclaste. Et là, il serait pas invité sur France Inter pour le dire, tu vois. Et puis c'est du baratin parce qu'à la fin, j'ai envie de dire à Geoffroy, comment tu vas faire advenir tes idées, Geoffroy? Dis-nous. Est-ce que tu vas créer un petit parti des Geoffroy de la Ganneriste, là, comme Pablo en Bolivie, et puis vous allez être 12, et puis vous allez vous armer pour pouvoir imposer votre propre justice, tu vois? Comment tu vas faire advenir ces idées-là? Il va voter les filles. Tu vois, tu vas voter LFI dans une logique démocratique, et tu vas demander à LFI qu'ils arrêtent les élections pour imposer leur programme. Mais vas-y, dis-le, va au bout, tu vois. En fait, tout ça, c'est de l'idéalisme pur, parce qu'en fait, à la fin, ça ne peut pas se matérialiser. À la fin, il va devoir redescendre d'un cran. Là, il est monté sur sa chaise à table pour faire chier papa. Il va devoir se rasseoir et dire non, mais en fait, bon, ok, je suis un peu provocateur. Bah non, mais il faudra quand même qu'on se fasse élire. Et puis, il faudra quand même qu'une majorité soit d'accord avec nous pour qu'on le fasse. Bah oui, c'est comme ça que ça va se finir. Le titre de Losurdo, il est parfait, le rebelle aristocratique. C'est ça. Ça marche aussi pour la cannerie. Mais ça marche tellement pour Geoffroy. Et c'est parfait pour lui, mais c'est parfait pour Foucault, c'est pareil, ça leur va tellement bien. On va se mettre la fin, vraiment le truc qui me hype le plus, où j'ai ta réaction, son vrai problème avec la démocratie. La question que l'on devrait toujours poser à toute forme de gouvernement. C'est quoi pour toi, du coup, son problème avec les... Qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi son plus grand problème avec la démocratie? Est-ce qu'elle défend tout le monde? Non, tu vas voir. Vraiment, le truc qu'un libéral peut dire, le problème de la démocratie. Quel droit les autres me gouvernent? C'est peut-être cette interpellation qui explique le doute radical que j'éprouve à propos de l'idée démocratique. Je regarde les vidéos. C'est libertarien de A à Z. C'est la pensée libertarienne de A à Z. Mais c'est pour ça qu'il déteste la démocratie, et la démocratie des masses, voilà. Je dis, la gannerie est le poison libertarien. Et c'est pas un hasard. Honte à vous de publier ça. Hein. Enfin, honte à Blast, vous de publier du libertarisme sur votre chaîne. Hein. C'est ça, mais c'est parce que en plus, tu vois, le libertarianisme, il y a une force de gauche quelque part. C'est progressiste par rapport au monde féodal. Non, mais tu par vois. rapport au monde féodal, merci. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que là, il reste ça, tu vois. Et lui, il va chercher ça. Et d'ailleurs, c'est le cas des néolibéraux. Et lui, il adore, par exemple, Gary Becker, qui est un penseur néolibéral, un philosophe néolibéral, mais qui va totalement dans la logique néolibérale. Et Foucault est allé sur le même chemin à la fin. Faut lire les livres de Zamora là-dessus, Daniel Zamora, très bon, le dernier Foucault, etc. Et donc voilà, à la fin, c'est ça, c'est du libertarianisme, c'est de la pure conscience individuelle qui pense que l'enfer c'est les autres. Je te dis. C'est bizarre qu'il kiffe pas Stirner et qu'il cite pas Stirner à tout va. Mais parce qu'il l'a pas lu, je pense. Mais je pense qu'il l'adorerait. Je vois des individus prendre la parole, exprimer leurs idéologies et se présenter pour m'imposer leurs programmes ou leurs idées, et je me dis, mais de quel droit? De quel droit ces autres me gouvernent ou prétendent me gouverner? Quand vous regardez les visages de Bardella, Ciotti, Attal, Wauquiez, c'est Borne, fou à quel point il ressemble à Bardella. Macron, de quel droit ces personnes se donnent-elles un pouvoir sur moi? De quel droit se sentent-elles en droit de me gouverner? Pour quelle raison le régime qui s'appelle démocratie leur donne-t-il
ainsi qu'à celles et ceux qui les soutiennent, la possibilité d'infliger tant de souffrance à tant d'autres individus qui n'ont... En vrai, le truc me met en sueur. Hein. Genre, Ouais, vraiment, c'est- c'est quoi cette connerie, quoi? Genre, C'est mais tu énorme. crois que dans ton système où tu vas imposer des trucs, il n'y a pas des gens qui se font gouverner par d'autres, tu vois? Il Oui, est contre c'est- l'idée même de société, t'as l'impression, tu sais. C'est ça. C'est-à-dire que C'est- l'idée du fait qu'il y ait du droit commun, il y a des conventions sociales qui s'appliquent à tous, indépendamment de sa petite volonté, à lui, machin, il est contre, tu vois. Oui. C'était pareil quand il disait, ouais, ah non, mais les enfants, moi je déteste ça, mais. Et je veux dire, c'est bon, tu vois. Enfin, oui, quand tu marches dans la rue, tu peux croiser quelqu'un et des fois, il fait quelque chose que tu n'apprécies pas et ça s'appelle la société, tu vois. Enfin, C'est ce qu'appelle Marx dans le Capital une Robinsonade. C'est une Robinsonade. La personne ne comprend pas, mais ça, il faut vraiment, pour le coup, être un privilégié de la société. Parce que vous voyez, oui, parce que tout son niveau de vie est appuyé sur du travail de gens dans le tiers-monde, sur la rente impérialiste, sur le travail de prolétaires en France. Tout ça est appuyé sur des gens qui font des choses pour lui sans le vouloir, qui se font exploiter. Alors, il n'y a peut-être pas conscience, mais c'est le cas. Mais lui, il faudrait que rien lui soit imposé, tu vois. Enfin, c'est aberrant, quoi. c'est ça. Et en plus, la société, c'est la contrainte. La société, c'est la condition de vie des individus, la condition de vie de l'humanité, mais c'est aussi la contrainte. C'est justement parce qu'il y a société, il y a contrainte. Cette Robinsonade d'idée qu'on puisse être en même temps une société et en même temps que chaque individu n'ait aucune contrainte, mais c'est vraiment là tout ce qui fait justement le lien de l'idéalisme anarchisant, libertarien, qui va ensemble. Hein. On a déjà parlé de Déjacque, des débats de Jacques Proudhon, hein, le mot libertaire, libertarian, tu vois, vient de Déjacque, voilà, pour justement contrer le côté anarchiste, voilà, de Proudhon, qui serait trop libéral, voilà. Mais tu vois, tout ça, tu as une pensée commune où effectivement l'individu est au centre. C'est l'individu qui est premier pour faire société. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il rejoint tous les paradigmes de l'anthropologie libérale. L'individu est premier, la société est une contrainte. Alors, les premiers vont dire Hobbes, etc., nécessaire et tout, alors qu'en fait, il ne comprend pas le progrès matérialiste fondamental, c'est que ce qui est d'abord premier, c'est les sociétés, et seulement l'individu apparaît dans certains états des forces productives. Pour qu'il y ait tant de possibilités de penser, de se penser comme individu, ben en fait, il faut une société capable de laisser de la place à l'individu, de laisser de la place à l'action individuelle, au loisir. Et c'est pour ça que les aristocrates, les bourgeois, comme la Gannerie et d'autres avant lui, ont d'abord pensé la pensée de l'émancipation et de la libération et de l'individu. Pourquoi ? Parce que ça a été les premiers à avoir beaucoup de temps à eux par leur force de production. Ça a été les premiers à avoir ça. Ça a été les premiers à sortir de justement la gestion du temps collectif total comme était le servage et tout. Ils ont pu disposer de leur propre temps, leurs propres ressources, leurs propres propriétés, et c'est pour ça que l'individu et le fait de ne pas lui mettre de coercition est central pour eux, comme tous les libertariens. Moi, ce qui me rend fou, c'est que quand ils pensent, la société, il y a des contraintes, mais il y a aussi de l'entraide. Enfin, je veux dire, pour en arriver là où il est, il y a des gens qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué. Enfin, il y a énormément de gens qui lui ont donné des choses sans qu'il y ait de Bah, bien retour sûr. envers lui, tu vois. C'est Et ça. lui dit, oui, mais à un moment donné, moi, il faut aucune contrainte, je comprends pas qu'on puisse... Et calme-toi, tu vois. Enfin, c'est vraiment anti-humaniste, quoi. L'humanité, c'est des collectifs qui parfois donnent plus à des gens, par exemple, qui ont des handicaps, et ces personnes donnent moins. Et donc, il y a, entre guillemets, pour lui, une contrainte qui est de plus aider ces gens que ce qu'ils vont t'aider, tu vois. Et lui, il voudrait ne jamais avoir à rendre de compte à personne. C'est vraiment un inconscient de dominant, tu vois. Puis c'est anti-dialectique par essence, tu sais. Mais c'est pour ça qu'une fois, il avait dit qu'il aimait pas se lever à 8 heures pour aller travailler. Moi, je pense qu'il aime pas se lever pour aller travailler. Je pense qu'il n'aime pas aller travailler tout court. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est ça. Je pense qu'effectivement, viens faire un tour sur une ligne de production, Geoffroy. Tu vas voir, tu fais pas ce que tu veux. Mais c'est pour une seule et bonne raison. C'est que pour produire, il faut se coordonner. C'est pour ça que le sujet collectif, il est fondamental. Et pour se coordonner, il faut s'auto-contraindre individuellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, il faut être à son poste. Il faut faire le bon geste au bon moment. Tu peux pas choisir ce que tu veux. C'est comme ça que les sujets collectifs apparaissent et que les sociétés fonctionnent. Donc vraiment, cette idée-là de quand même pouvoir faire que ce que je veux est une idée de ce qu'on a dit dans une autre capsule qui avait fait polémique sur la Gannerie, mais qui est l'adolescence. C'est une idée adolescente. Et tu te rappelles, on avait essayé de rendre matérialiste l'idée d'adolescence quand on avait fait notre vidéo sur Bégodeau, parce que toi, tu es un pédopsychiatre, donc tu sais ça, ce que c'est, l'état. Moi, je pense que l'adolescence est aussi un rapport au monde de production, un rapport matérialiste. C'est-à-dire, c'est un rapport où tu as la conscience d'un adulte,
mais pas le rapport social d'un adulte, c'est-à-dire capable de reproduire toi-même ta pérennité et ton existence. Ça veut dire que tu es une conscience sans praxis. Et c'est aujourd'hui ce qu'est l'aristocrate rebelle, héritier, Geoffroy de la Gannerie. C'est un gars qui ne peut que parler parce qu'il n'a pas besoin justement d'aller travailler, de reproduire son existence, etc. Et donc, qui est livré à tous ces délires conscients, idéalistes, etc. Et donc, il est dans l'adolescence intellectuelle. Rien demandé, qui ont seulement eu la malchance de vivre par hasard en même temps qu'eux, sur le même territoire qu'eux. En quoi le fait d'être majoritaire à un moment sur un territoire, ou d'être simplement le groupe le plus organisé, donne-t-il du droit ? L'une des dimensions qui me semble à la fois indécente et indéfendable avec l'idée démocratique, c'est que le fait de gouverner l'autre est considéré comme un droit que je possède en tant que je vis sur un territoire. La politique devrait être une réflexion sur les conditions qu'il faut imposer pour légitimer le fait d'exercer un pouvoir sur autrui, comme on pose des conditions pour être médecin ou pilote de ligne. Or, l'idée des... C'est encore une fois très aristocratique. Faudrait faire des études pour pouvoir avoir un pouvoir sur autrui, tu vois, à la fin. Et c'est des gars après qui vont te dire, oui, je suis contre le pouvoir médical. Ouais. D'accord, donc il faut faire des études pour avoir du pouvoir autrui, mais en fait, pas tout le temps. Tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu peux pas contredire les juges, tu peux plus contredire personne, tu vois, qui a un peu de diplôme. Tu vois, joli, quoi. On va s'arrêter là, mais j'ai trouvé ça hallucinant tout du long. Mais alors la fin, en mode gros délire libertarien, j'ai trouvé ça fou. Il y a déjà 2 autres épisodes qui sont sortis, il va y en avoir d'autres. Continue. Je pense que ça peut nous faire une bonne série pour le samedi, tu vois, des vidéos un peu longues. Ouais, on peut en parler. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Parce que justement, il faut s'en méfier. C'est vraiment un poison libéral et libertarien qui peut revenir face à la déchéance du mode de production et à la fascisation d'un certain pouvoir. Et des gens qui vont vous faire croire que, regardez ce pouvoir qui est en déchéance, le problème, ce serait pas, eux-mêmes, et c'est-à-dire le sujet collectif bourgeois qui, lui, rejette les valeurs démocratiques, ce serait la démocratie en elle-même. Tu vois, ce serait ça le problème. Non, quand vous êtes communiste, vous pensez effectivement que le sujet collectif doit, à la fin, s'auto-gouverner. Et s'auto-gouverner, c'est pas la représentation, c'est pas le débat, etc. C'est justement la démocratie, on va dire, permanente. C'est de considérer que chaque fois que les choses sont faites, elles sont faites dans l'intérêt commun. Et c'est ça, une idée démocratique, paradoxalement, c'est pas une idée majoritaire. Ça va être une idée qui va profiter à tous et par tous. Donc la question même d'une idée démocratique, c'est de dire, peu importe comment cette idée émerge, la façon c'est, est-ce qu'elle profite à tous et est-ce qu'elle émerge par tous ? Voilà. Et ça, c'est une idée vraiment démocratique et c'est ce que toutes les démocraties populaires essayent de faire. Quand elles essayent de mettre en place plein de conseils, plein de délibérations, plein de consensus, beaucoup plus que des votes, beaucoup plus que des blabla, etc., beaucoup plus que des instances, juges, techniciennes, etc., elle va essayer de faire en sorte de dire comment on fait émerger l'idée qui profite à tous et qui s'impose par tous. Voilà. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On pourra aborder d'autres concepts de la gannerie, d'autres analyses dans les prochaines vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux différentes chaînes, à aller voir Position Revue, la chaîne On ne veut plus et tout ça. Vous connaissez. D'ailleurs, on sort une vidéo demain sur la chaîne On ne veut plus. N'hésitez pas aussi à nous aider sur le Tipeee. On est dans une campagne, on aimerait bien faire monter petit à petit le nombre de dons récurrents pour atteindre 15 000 € de dons récurrents sur le Tipeee pour pouvoir financer des locaux, pour pouvoir financer une restructuration de l'organisation et ouvrir massivement les adhésions, pour pouvoir avoir plus de camarades salariés pour faire du montage, faire du cadrage, organiser des événements, faire des productions professionnelles, des choses comme ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.